Bonjour à tous. Un adolescent de 16 ans présente un retard de puberté. Sa voix reste aiguë, sa vélocité est presque absente et sa musculature peu développée. L'examen médical met en évidence une absence d'augmentation du volume testiculaire. Le médecin informe les parents qu'il s'agit probablement d'un problème testiculaire et précise qu'un traitement hormonal pourrait être envisagé pour stimuler son développement. Cette situation soulève alors deux interrogations. Quelles sont les fonctions assurées par les testicules et par quels mécanismes hormonaux cette activité est-elle régulée? L'événement marquant de la puberté chez le garçon est l'apparition des premières éjaculations. Dès lors, une question se pose. Où et comment se forme le sperme et de quoi est-il constitué? Pour y répondre, nous allons commencer tout d'abord par étudier sa composition. Pour identifier les constituants de base du sperme humain, on commence par recueillir un échantillon chez un adolescent. Cet échantillon est ensuite centrifugé, puis on observe un frottis au microscope. L'expérience montre que le sperme est constitué de deux éléments essentiels, les spermatozoïdes et le liquide séminal. L'observation clinique de la situation de départ montre que les testicules jouent un rôle essentiel à la fois dans la production du sperme nécessaire à l'éjaculation et dans la sécrétion d'hormones responsables du déclenchement et de l'accomplissement de la puberté. Nous essayerons, à travers l'étude des différentes parties de ce chapitre, de vérifier la validité de cette hypothèse et d'apporter bien sûr les réponses nécessaires. Afin de comprendre le fonctionnement testiculaire, il est nécessaire de présenter d'abord l'organisation de l'appareil reproducteur masculin. L'appareil génital masculin est composé de plusieurs parties. Les gonades, représentées par les testicules, les voies génitales qui comprennent l'épididie, le canal déférent et l'urètre et les glandes annexes comme les vésicules séminales, la prostate et les glandes de Cooper, ainsi que l'organe de copulation qui est le pénis. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux testicules et ses fonctions. En fait, les traumatismes des organes génitaux externes, fréquents lors de certaines pratiques sportives, peuvent avoir des graves conséquences. Un choc violent peut léser les testicules et entraîner des séquelles comme l'atrophie, la stérilité ou des troubles hormonaux particulièrement sévères chez les sujets jeunes. Ainsi, d'après ces observations, les testicules remplissent deux fonctions essentielles. C'est d'assurer la fertilité et produire des hormones sexuelles. Nous allons examiner sa structure interne à travers une étude histologique afin d'identifier les structures responsables de ces fonctions. Les testicules logés dans le scrotum à l'extérieur du corps bénéficient d'une température légèrement inférieure à celle du corps. Chez l'homme adulte, ils mesurent en moyenne 3 cm de haut, 2 cm de large et pèsent environ 18 grammes. Chaque testicule est divisé en lobules contenant 2 à 3 tubes séminifères contournés. Ces tubes convergent vers l'épididyme, puis le canal déférent, permet aux spermatozoïdes de sortir des testicules et de rejoindre l'ampoule où ils s'accumulent. L'histologie testiculaire montre que chaque tube séminifère, limité par une paroi conjonctive, contient deux types de cellules. Les cellules germinales destinées à devenir des spermatozoïdes et les cellules de Sertoli, grandes cellules assurant le soutien et la nutrition des cellules germinales. Entre le tube séminifère s'intercale le tissu interstitiel, constitué de cellules velléidiques sécrétrices d'hormones sexuelles, telles que la testostérone, de capillaires sanguins et de terminaisons nerveuses. L'étude histologique du testicule suggère que sa structure particulière est étroitement liée à ses fonctions. Les cellules de Leydig situées dans le tissu interstitiel à proximité des capillaires sanguins remplissent une fonction endocrine en sécrétant des hormones dans le sang, tandis que les cellules germinales dans les tubes séminifères assurent une fonction exocrine en produisant des spermatozoïdes qui s'accumulent dans la lumière du tube avant d'être libérés vers l'extérieur. Pour tester l'hypothèse proposée et déterminer les fonctions testiculaires, nous allons suivre le démarche expérimentale suivant. La cryptorchidie est une anomalie caractérisée par la non-descente des testicules de la cavité abdominale vers le scrotum pendant la vie fœtale. Le maintien des testicules à l'intérieur de l'abdomen expose les cellules germinales à une température trop élevée,
perturbant leur développement normal. Les individus cryptorchides présentent des caractères sexuels secondaires normaux, mais sont stériles. La figure 1 montre un testicule normal caractérisé par des tubes séminifères bien développés et riches en spermatozoïdes, tandis que la figure 2, représentant un testicule cryptorchide, révèle des tubes atrophiés dépourvus de spermatozoïdes et un tissu interstitiel plus dense, mais fonctionnel. Bien que les individus cryptorchides présentent des caractères sexuels secondaires normaux, ils sont stériles. Ces observations suggèrent que la stérilité serait due à l'altération du tube séminifère, tandis que la production hormonale, assurée par les tissus interstitiels, permet le maintien des caractères sexuels secondaires. Pour tester les hypothèses proposées, on réalise les expériences suivantes. Expérience 1. Ablation des testicules d'un rat pubère entraîne la stérilité, l'atrophie du tractus génital et la régression des caractères sexuels secondaires. Expérience 2. L'ablation des testicules d'un rat à la naissance entraîne la stérilité, le tractus génital est rudimentaire et l'absence des caractères sexuels secondaires. Expérience 3. La castration suivie d'une greffe de testicules sous la peau provoque la persistance de la stérilité et restauration progressive du tractus génital et des caractères sexuels secondaires. Expérience 4. La castration suivie d'injections du broyat testiculaire ou de testostérone produit le même résultat que l'expérience précédente. Dernière expérience, la section des nerfs innervant les testicules maintient l'activité normale du testicule et permet l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté. On peut donc conclure que le testicule est un organe à double fonction. Sa fonction endocrine correspond à la production hormonale testiculaire. Les cellules de Leydig, localisées dans le tissu interstitiel, sécrètent de manière pulsature la testostérone. C'est une hormone sexuelle indispensable au développement et au fonctionnement des organes génitaux, à l'apparition et au maintien des caractères sexuels secondaires, ainsi qu'au déroulement normal de la spermatogénèse par leur action sur les cellules de Sertoli. Ces derniers, on parle de cellules de Sertoli, qui produisent également l'inhibine et l'ABP. L'ABP qui fixe la testostérone dans les tubes séminifères et stimule alors la spermatogénèse. Une fonction exocrine, c'est la production des spermatozoïdes ou spermatogénèse dans les tubes séminifères et leur évacuation par les voies génitales, qui sont les canaux déférents et les règles. La question qui se pose est quelle est la structure du spermatozoïde et quelles sont ses principales caractéristiques, tant cytoplasmiques que chromosomiques, et comment se déroule la spermatogénèse. Le spermatozoïde est une cellule de petite taille, dont la durée de vie varie de 2 à 5 jours spécialisée pour assurer la fécondation. Elle possède des caractéristiques cytoplasmiques et chromosomiques qui le rendent parfaitement adapté à sa fonction. Le spermatozoïde présente une structure composée d'une tête, d'une pièce intermédiaire et d'un flagelle. Sa forme allongée et hydrodynamique favorise son déplacement, tandis que le flagelle, agissant comme un moteur, propulse cette cellule vers l'ovule. La pièce intermédiaire renferme de nombreuses mitochondries qui produisent de l'énergie sous forme d'ATP nécessaire à ces mouvements. Et le cytoplasme réduit contribue à alléger la cellule pour optimiser sa mobilité. La tête, quant à elle, contient un acrosome chargé d'enzymes permettant de franchir les enveloppes de l'ovule. Sur le plan chromosomique, le spermatozoïde est une cellule haploïde qui porte 23 chromosomes simples prêts à fusionner avec ceux de l'ovule lors de la fécondation. Après avoir décrit la structure du spermatozoïde, il convient maintenant d'expliquer le processus biologique qui permet sa formation ou la spermatogénèse. Donc, la spermatogénèse se déroule dans la paroi du tube séminifère en direction du centre et dure environ 80 jours. Ce processus comprend quatre grandes phases. Tout d'abord, la phase de multiplication. Les spermatogonies, qui possèdent deux lots de chromosomes, se divisent par mitose afin de conserver les cellules souches et d'augmenter le nombre de cellules engagées dans la spermatogénèse. Ensuite vient la phase d'accroissement. Certaines spermatogonies grossissent et deviennent des spermatocytes 1. La troisième étape est la phase de maturation, où chaque spermatocyte subit deux divisions successives, c'est la méiose. La première, appelée division réductionnelle, aboutit
à des spermatocytes d'œufs possédant un lot de chromosomes. La seconde, appelée division équationnelle, conduit à la formation des spermatides, toujours haploïdes. Enfin, la dernière phase est celle de la différenciation ou spermiogénèse. Les spermatides se transforment en spermatozoïdes grâce à plusieurs modifications profondes, comme la réduction du cytoplasme, la formation de l'acrosome et le développement de la pièce intermédiaire et du flagelle. Chez certains hommes, une ablation partielle du foie entraîne une dégradation plus lente de la testostérone. On observe alors une élévation anormale de sa concentration dans le sang. Pourtant, au bout de quelques jours, ce taux revient progressivement à sa valeur normale d'environ 700 nanogrammes par 100 ml. Donc, il devrait donc exister un système de régulation qui permet d'informer les tubes séminifères et les cellules interstitielles sur les modifications de la quantité des spermatozoïdes et sur la concentration plasmatique de la testostérone pour que ces structures puissent rétablir ces quantités à leur niveau normal. Alors, comment fonctionne ce système de régulation? Pour comprendre ce mécanisme de régulation, il est nécessaire d'étudier les interactions entre les testicules et les centres qui les contrôlent. Les signes cliniques de l'atrophie des testicules, qui se traduisent par la stérilité et l'absence de développement de certains caractères masculins, sont souvent dus à un déficit d'origine hypophysaire. Il est possible d'améliorer l'état de ces malades en réalisant des injections de produits d'extrait hypophysaire. L'hypophyse ou glande pituitaire est une petite glande située sous l'encéphale et reliée à l'hypothalamus. Elle est constituée de deux parties, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Cette glande joue un rôle essentiel en sécrétant de nombreuses hormones. Parmi elles, deux agissent directement sur le testicule. Les gonadostimulines, à savoir la FSH, hormone folliculostimulante, et la LH, hormone lutéinisante. Les signes cliniques suggèrent que les testicules dépendent de l'hypophyse, qui sécrète des hormones stimulant à la fois la production des spermatozoïdes et la sécrétion de testostérone. Dans le but de déterminer les interactions entre l'hypophyse antérieure et les testicules, on réalise les deux séries d'expériences suivantes. Dans la première série d'expériences, l'ablation de l'hypophyse ou hypophysectomie d'un rat pubère normal entraîne une atrophie des testicules et du tractus génital et l'arrêt de la production des spermatozoïdes et de la testostérone, ainsi qu'une régression des caractères sexuels secondaires. Suite à l'injection d'extrait hypophysaire à un rat hypophysectomisé, le fonctionnement normal des testicules a été rétabli et le tractus génital s'est développé et les caractères sexuels secondaires ont été restaurés. Dans la deuxième série d'expériences, chez des rats impubères, l'injection de LH seul a entraîné le repos des cellules de la lignée germinale, un développement limité des cellules de Sertoli, une activation des cellules interstitielles de Leydig et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Lorsque seule la FSH a été injectée, les cellules de la lignée germinale ont été activées, mais sans production de spermatozoïdes. Les cellules de Sertoli se sont développées tandis que les cellules de Leydig sont restées inactives et que les caractères sexuels secondaires étaient absents. Enfin, l'injection simultanée de LH ou de FSH conduit à l'activation de la lignée germinale avec production de spermatozoïdes, au développement des cellules de Sertoli, à l'activation des cellules de Leydig et à l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ces deux séries d'expériences montrent que l'hypophyse contrôle la fonction testiculaire par deux hormones principales, la LH qui stimule la production de testostérone et le développement des caractères sexuels secondaires, et la FSH qui stimule les cellules de Sertoli et l'activation des cellules germinales pour la spermatogénèse. Spermatogénèse complète et le développement normal des testicules nécessitent donc l'action conjointe de LH et de FSH. Ces résultats mettent en évidence l'action de l'hypophyse sur les testicules, mais ils soulèvent une nouvelle interrogation quant à l'existence d'un contrôle en retour de ces derniers sur l'hypophyse. Donc, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que les testicules agissent sur l'hypophyse antérieure? Autrement dit, existe-t-il une rétroaction qui informe l'hypophyse de l'état des testicules pour réguler la sécrétion de ces hormones? Pour y répondre,
On passe aux expériences suivantes. Lorsqu'on a castré un rat adulte, on a observé une hypertrophie de l'hypophyse accompagnée d'une sécrétion massive de la gonadostimulline, la FSH et la LH. L'injection de la testostérone chez un rat castré a entraîné une baisse rapide du taux de LH, tandis que le taux de FSH restait élevé. Lorsque les tubes séminifères ont été détruits par irradiation, le taux sanguin de FSH a augmenté alors que celui de LH est resté normal. Enfin, l'injection d'inhibine chez un animal normal a provoqué une baisse du taux sanguin de FSH sans modification du taux de LH. De ces expériences, on peut déduire que les testicules exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse antérieure. La testostérone produite par les cellules de Leydig agit en rétroaction négative sur la sécrétion de LH, tandis que les cellules des tubes séminifères exerce une rétroaction négative sur la FSH via l'inhibine. Chaque composant des testicules contrôle ainsi spécifiquement l'hormone hypophysaire qui lui est liée, permettant de maintenir un équilibre dans l'axe hypophyso-testiculaire. Après avoir étudié les interactions entre les testicules et l'hypophyse, une nouvelle question se pose. Existe-t-il également des interactions entre les testicules et l'hypothalamus? En effet, certains signes cliniques d'atrophie testiculaire qui se traduisent par de la stérilité et l'absence ou faible développement de caractère sexuel secondaire peuvent être liés à un déficit d'origine hypothalamique. L'état de ces patients peut être amélioré par des injections de substances d'extrait hypothalamique. Ces observations suggèrent donc l'existence d'une communication hormonale entre l'hypothalamus et les testicules. Pour vérifier cette hypothèse, on réalise les expériences suivantes. Lorsqu'on provoque une lésion de certaines zones de l'hypothalamus chez un mammifère, on observe une atrophie des testicules, avec un arrêt de spermatogénèse et de sécrétion de testostérone. L'administration de testostérone dans l'hypothalamus d'un animal normal entraîne une diminution de la fréquence et de l'amplitude des pulses de GnRH. Et enfin, après l'injection de testostérone radioactive chez une souris mâle pubère castrée, l'autoradiographie d'une coupe hypothalamique révèle la présence de la radioactivité au niveau des noyaux arqués, ce qui montre l'existence de récepteurs spécifiques à la testostérone sur les neurones hypothalamiques. Ces expériences démontrent que l'hypothalamus est en relation directe avec les testicules et produit la GnRH qui agit à distance, tandis que la testostérone exerce en retour un rétrocontrôle sur certains neurones hypothalamiques. Après avoir étudié les interactions entre l'hypophyse et les testicules, d'une part, puis entre les testicules et l'hypothalamus, d'autre part, une question qui se pose. Mais comment l'hypothalamus et l'hypophyse coopèrent-ils pour réguler la fonction testiculaire? C'est ce que nous allons examiner à travers la démarche expérimentale suivante. Chez les hommes atteints de syndrome de Kalman, par exemple, on observe une absence de maturation et un dysfonctionnement des gonades. Dans les formes les plus graves, les testicules restent totalement immatures et aucune production de gamètes n'a lieu. L'origine de cette anomalie est bien connue. Les neurones hypothalamiques, producteurs de GnRH, ne sont pas reliés aux capillaires sanguins de la tige hypophysaire, ce qui empêche la sécrétion de cette hormone à ce niveau. Les analyses hormonales montrent que des concentrations sanguines quasi nulles de LH et de FSH, ainsi que le taux de testostérone est très faible. Par ailleurs, lorsqu'on greffe l'hypophyse en dehors de sa localisation habituelle chez un animal préalablement privé de cette glande, on constate une sécrétion transitoire de LH et de FSH dans le sang qui s'interrompt ensuite. Ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle l'hypothalamus contrôle l'activité de l'hypophyse grâce à la GnRH. Pour que l'hypophyse produise durablement le FSH et la LH, elle doit rester anatomiquement reliée à l'hypothalamus afin de recevoir cette hormone. Pour vérifier l'hypothèse émise, on réalise les expériences suivantes. La destruction des neurones du noyau arché provoque l'arrêt de la libération de LH et de FSH par l'hypophyse. La stimulation électrique des mêmes neurones provoque une augmentation rapide de LH et de FSH. Le prélèvement sanguin dans la tige pituitaire permet d'isoler
permet d'isoler la neuropeptide, la GnRH. Le dosage de taux sanguin montre que la libération de la GnRH dans le sang est pulsatile et coordonnée avec la sécrétion de LH. La perfusion pulsatile du GnRH après destruction du neurone rétablit l'augmentation de LH, tandis qu'une perfusion continue entraîne sa chute. Donc, on peut déduire de ces expériences que l'hypothalamus contrôle l'hypophyse antérieure par la GnRH qui doit être libérée de manière pulsatile pour stimuler efficacement la production de LH et de FSH. Cette communication hormonale nécessite une connexion anatomique intacte entre les neurones hypothalamiques et la tige hypophysaire. Les pulses de GnRH entraînent des pulses de LH et de FSH, assurant une régulation précise de la fonction reproductrice. Pour résumer, toutes les interactions entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules, l'hypothalamus reçoit en permanence deux types de messages nerveux, ceux provenant de l'environnement externe et ceux venant de l'intérieur du corps, comme les paramètres sanguins. Il y répond de différentes façons, notamment par la production d'une neurohormone appelée la GnRH ou gonadotropine. La GnRH passe dans le sang au niveau de la tige pituitaire et agit sur l'hypophyse antérieure en stimulant la libération des deux gonadostimulines qui sont la LH et la FSH. Ces deux hormones sont sécrétées de manière pulsative et circulant jusqu'aux testicules. La LH agit sur les cellules de Leydig pour provoquer la production de testostérone. La FSH stimule les cellules de Sertoli à produire l'ABP, une protéine qui transporte la testostérone vers les cellules germinales et agit directement sur les spermatogonies pour déclencher la spermatogénèse. Les testicules responsables de la production de testostérone et d'inhibine exercent un rétrocontrôle ou une rétroaction négative sur l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse, l'hypothalamus et l'hypophyse détectent en permanence la concentration de testostérone dans le sang. Une augmentation de la testostérone inhibe la production de LH, tandis qu'une diminution l'augmente. Une augmentation de l'inhibine freine la sécrétion de FSH alors qu'une diminution stimule cette production. Comme le taux de testostérone varie constamment, le complexe hypothalamo-hypophysaire ajuste en permanence la sécrétion de GnRH et de gonadostimulines pour maintenir l'équilibre.